Alors nous voilà à la Petite Sicile. C'est un quartier qui se situe à la Goulette. La famille a migré depuis la Sicile, d'où le nom. Un port où les Italiens ont migré et se sont installés dans des petits baraquements. En fait, c'est l'histoire de mes deux grands-mères qui se sont rencontrées au quartier de la Petite Sicile, Antoinette et Joséphine, au début du XXe, qui ont finalement marié leurs enfants. Bien plus tard, dans les années 60, qui sont donc mes parents, Charles et Nadia, sont également nés à Tunis. C'est leur récit en fait que je raconte. Je suis retournée sur les traces de mon passé, de mon histoire, pour voir un petit peu comment la ville s'est déployée par rapport à la fois la perception autant des femmes que des hommes, mais du point de vue en fait des récits de ma famille. Qu'est-ce qui vous a motivé à chercher dans l'espace géographique et historique de Tunis, dans cette période à la fois du milieu 19e et puis jusqu'au 21e, en fait, la transformation de la ville et de l'espace urbain? À l'initiale, moi je voulais travailler sur les conflits coloniaux, post-coloniaux. D'accord. Et puis en découvrant Tunis, j'ai découvert qu'il y avait un caractère qui m'était familier et à la fois qui était très éloigné. Notamment, c'est dans cette ville que j'ai perçu le caractère italien de la ville, notamment dans l'architecture. L'objectif principal de ma recherche, c'était de voir comment les Italiens avaient participé à la construction de la ville, à la fois dans l'architecture, mais aussi dans l'identité culturelle. De cette petite Sicile, qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'elle a été transformée? Est-ce qu'elle va l'être? Alors, la petite Sicile, c'est pour les responsables de la municipalité, on va dire c'est toujours un point difficile à traiter. Parce que, historiquement, voilà, on a l'habitude de dire que c'est le quartier populaire. Ça l'est encore aujourd'hui. Oui. Le problème, c'est que du point de vue architectural, on ne peut pas véritablement lancer des campagnes de préservation du patrimoine parce qu'il y a des bâtiments, quelques bâtiments, on va dire, de facture un petit peu intéressante. Le reste, la grande majorité du bâti est dans un état d'insalubrité. On est devant un problème vraiment urbanistique très, très sensible parce qu'il y a un attachement des Tunisois à cette partie de la ville parce que c'est vrai qu'on a un caractère un petit peu unique. Mais on est aussi dans une pression foncière telle qu'on aurait besoin de terrain pour bâtir, pour rénover. Est-ce que certaines femmes ont participé à la construction de cette ville? Alors, il y a quelques femmes qui se sont illustrées, notamment celle qui est à l'origine du quartier de la Petite Sicile, oui. Madame Fasciotti, Carlotta Fasciotti. Alors, elle est une figure assez particulière parce qu'elle est issue d'une famille italienne longuement installée en Tunisie. Sa famille a, on va dire, profité de sa proximité avec le pouvoir bellical et de ce fait, elle aussi, elle a pu, on va dire, prendre possession d'un certain nombre de terrains, de les viabiliser et de les urbaniser en octroyant aux familles modestes la possibilité de se loger à une époque où il était difficile de trouver des logements. Ouvriers du port, pêcheurs, artisans, on va dire, nouvellement installés à Tunis. Elle les autorisait à construire une petite maison, en général rez-de-chaussée, oui. Avec un bail. Et à la fin du bail, si le terrain devenait un peu intéressant pour Madame Fasciotti, ils avaient l'obligation de détruire la maison pour laisser la propriétaire le vendre à des investisseurs plus fortunés. Dans cette partie de la ville que l'on a vu se développer une ville un peu informelle. C'est deux quartiers de la Petite Sicile, parce qu'il y en a un premier qui s'est construit à la Goulette. Et puis c'est à quel moment? La Goulette, il est plus ancien, puisque oui. C'est vraiment le point d'entrée. Oui. Et en fait, la date de départ, c'est la construction du port de Tunis. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, Tunis n'est pas au bord de la mer. Donc en fait, tout arrivait à la Goulette. Oui. Donc les marins, les dockers étaient à la Goulette et principalement les marins et les dockers italiens étaient à la Goulette. Lorsqu'on a construit le chenal qui relie la Goulette à Tunis, on a construit le port. Cette partie qui était historiquement un quartier insalubre
parce qu'on y déversait les égouts de la ville. En fait, il y avait ce qu'on appelle des kandak, c'est-à-dire des égouts à ciel ouvert. Ouais. Et donc c'était vraiment un espace de déversoir des détritus, des eaux usées, et la bourgeoisie tunisoise de la Médina voyait cet espace comme vraiment quelque chose de répugnant. Ouais. Et ce d'autant plus qu'avec la proximité du lac, les fortes chaleurs, on avait des odeurs pestilentielles dans cette partie de la ville. Ce qui fait que Madame Faciotti a rendu ce quartier accessible, et elle a fait une sorte de pari, c'est-à-dire que personne n'en voulait, personne ne voulait cet espace. Donc on lui a octroyé, le port s'est installé, le port a eu besoin de main-d'œuvre. Donc naturellement, la main-d'œuvre au marché s'est installée, et elle avait un terrain qui lui permettait d'accueillir cette. Donc c'est d'abord la Goulette et ensuite c'est la petite Sicile de Tunis. Oui, j'y suis retournée pour filmer le quartier, filmer les espaces urbains, voir un peu comment la ville a évolué par rapport aux récits et aux témoignages de ma famille. Donc leur mémoire. Et ma perception en fait de la réalité aujourd'hui, et également de pouvoir ressentir ce que j'avais vécu en tant que petite fille, puisque je sais que pour ma famille ça a été un déracinement, qu'il a été difficile à vivre et à passer, et qu'encore aujourd'hui lorsqu'ils en parlent, c'est avec de l'émotion, avec une certaine nostalgie. Donc c'était pour dépasser tout ça et aller vers un espace plus résilient. Disons que moi j'avais vu déjà la neige avant parce que j'étais allé avec mes beaux-parents et puis ta maman à Oran. Et on est passé par le nord là. On a passé la Tunisie et on est passé par le Kef. On était au collège Émile Loubet et il a commencé à neiger. Le 1er février 1952. Les profs ont libéré les enfants, les étudiants, à aller profiter de la neige qui tombait en Tunisie, tu te rends compte? C'était la première fois où il neigeait en Tunisie. Nous, on habitait à l'avenue de Lyon. À Tunis même. À Tunis même. Okay. Vous n'habitiez pas dans ce qu'on appelait le quartier de la Petite Sicile? Anciennement, mes parents habitaient, quand nous n'étions pas nés, on était à Mamel-Révim. C'était le quartier de la Sicile. Au fond de la rue de Lyon, il y a les portes de Baba Khadra. Et à l'intérieur, c'est comme des souks, hein, des maisons petites. Et c'est là qu'on habitait. Mais moi, je n'ai pas connu parce que je n'ai pas vécu là. L'école italienne qui a été dénommée Umberto I, parce que l'Italie avait gagné la guerre. Et la Tunisie, elle était convoitée par l'Italie et la France. Et c'est l'Italie qui a gagné. Moi, je n'ai pas été à l'école italienne. Les livres occupés, tout ça, tout était écrit en italien. Ouais. Par rapport à la guerre, enfin... Alors, c'était le fascisme. Ouais. Et ils organisaient des colonies. Tu veux dire dans Tunis ou bien? Non, en Italie. Ah, en Italie, ok. À Florence. Et puis elle a été invitée, bon, ils payaient rien, puis c'était le fascisme qui payait ça. Hein. Donc, depuis la Tunisie, oui. Il y avait en haut du prosélytisme pour envoyer les gens. Oui. Duce qui payait les voyages à ses enfants qui voulaient voyager en... Elle avait quel âge à l'époque? 8 ans. Ouais. Elle est partie? Oui. Elle est partie, elle, avec sa tante. Sa tante, elle avait 10 ans. Ils sont partis Ils sont partis pour un mois. Ils sont restés 8 ans, bloqués. Et elle faisait quoi là-bas, tu sais un petit peu? Mais elle était dans des colonies de vacances. D'avoir 8 ans, elle avait 16 ans. Pour maman, c'était quelque chose qui lui manquait, un bras droit qui lui manquait. D'ailleurs, Tata Micheline, ma soeur, avec Tata Marie-Rouge et tout ça,
Ils les ont fait partir en colonie pour un mois. Oui. Mussolini, il ne voulait plus le faire rentrer. Un mois après, il y a eu la guerre. Alors, avec la guerre, il risquait de tirer des bombes, les bateaux, et puis mourir tous. Parce qu'il y avait une pression quand même de la part du gouvernement pour les jeunes ou même ça avait... Non, c'était une propagande, je pense que c'était Oui, une avec propagande une propagande. qu'il a fait pour attirer la population italienne Oui. vers le fascisme. Et le fascisme nous a payé même la... Comment on appelle ça? La poussette à double, parce qu'on était des jumeaux. La politique du Duce. Oui, mais concrètement, Concrètement, il fallait faire des choses. ben, c'est-à-dire il fallait pas mentir, il fallait être toujours près du Duce et approuver tout ce qu'il disait. Oui, Voilà. d'accord. Mais plus dans l'idéologie, pas concrètement, pas des actes. Mais il y a eu passablement de gens qui ont été tués parce qu'ils étaient Oui, contre. ils étaient contre. Voilà. Je C'était les patriotes. Hein. La mère, la femme à Mussolini, Donna Rachela. Mon père, ton grand-père, il a écrit à elle qu'elle avait 6 enfants et 2 jumeaux, sommes-nous d'un coup. Et si on pouvait l'aider, ils lui ont emporté, et on nous a emmenés à Cariola, la grande poussette. Ah voilà, papa m'a parlé de ça. Voilà. Ici, là, avec en dessous, il y avait le lait, et puis nous, quand on grandit, on a commencé à jouer avec ça. C'était un gars armé. Donc ça venait de la femme. Ça c'était Donna Rachela, D'accord. la femme de Mussolini. Donc, on était, comme tu dis, philo-fasciste. C'est normal. Mais sans savoir vraiment ce que ça représentait. Ça Parce représentait que le fascisme voulait mettre de l'ordre. Tout le monde était fasciste. Tout le monde était fasciste jusqu'à un certain point. Oui. Mais disons, c'était plus philo-fasciste. Après, les fascistes eux-mêmes en Italie, il y a eu ils ont tourné la page quand le fascisme Quand l'Italie a perdu la guerre. Ben, quand je suis né, la guerre, ça n'existait pas. Parce que j'étais dans un monde qui avait un futur. Le monde du boom économique. Les films que je voyais au cinéma, à part les films de cow-boy, c'était les films des Allemands. Le temps, j'ai compris que le peuple allemand, c'était pas les SS, c'était pas Hitler, c'est un peuple de travailleurs. Et qu'ils ont eu la malchance d'être commandés par des faux Anglais. C'était la grande erreur, la plus grande erreur de Mussolini. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'était le conteste, il devait s'allier par force. Moi, je pense qu'on a toujours un choix dans la vie. Mais ça a été vraiment un mauvais choix. Le fascisme, je ne le voyais pas, quand j'étais gamin, à l'âge de 6 ans, comme quelque chose de mauvais. Pourquoi? C'est pas parce que je savais quelque chose. Non, du tout. Je ne savais même pas le significat du mot fascisme. Et c'était parce que mon père, il parlait du fascisme comme quelque chose de bien. Ça veut dire que le fascisme avait institué le samedi, sabato fasciste, le samedi fasciste, qu'on ne travaillait pas. Il avait fait des grandes structures pour les villes. Il avait bonifié les paludes, le Veneto et tous les autres endroits de l'Italie. Et ils avaient fait la retraite et toutes les belles choses qui font qu'on peut faire pour le bien de la population. Et j'avais une bonne idée, j'avais l'idée de l'ordre. C'est quoi qui t'a fait prendre conscience
de ce contexte, que c'était pas forcément bon? Quand j'ai commencé à grandir, mais c'est pas qui était forcément bon, parce que j'ai une idée, je me suis fait une idée de la politique en général, que chaque mouvement politique, soit de droite, de centre ou de gauche, dans leur principe, n'ont que le bien du peuple et de la société. Le problème, c'est les hommes, c'est pas les idées. Parce que quand un homme se trouve au pouvoir, ils ont pris. On a eu en Italie un grand statiste, Giulio Andreotti, très reconnu. Il faisait partie de la démocratie chrétienne. Il était très connu pour ses phrases. E in particolare il potere logora chi non ce l'ha. Le pouvoir use celui qui n'a pas. Et donc, quelqu'un qui monte au pouvoir, il se laisse traîner par ce pouvoir et donc, il oublie vraiment qu'est-ce que était son but au départ. C'est le pouvoir qui prend le dessus. Le pouvoir qui prend le dessus. D'ailleurs, nous, en sicilien, on dit « au comandare è meglio fottere ». Je traduis en français. Commander, c'est mieux que voler. OK? Et ça, ça vaut pour tout le monde. On a vu, avec le temps, que toutes les dictatures, je n'ai pas compris encore pourquoi, comme dictature, quand on parle de dictature, on pense toujours à la droite. Non, c'est pas comme ça. La dictature était aussi de gauche. N'oublions pas qu'est-ce qu'il y a eu en Russie. La dictature, c'était aussi à la démocratie chrétienne. Parce que moi, je me souviens quand j'allais à l'église, parce que moi, j'étais élevé par les bonnes sœurs et i frati salesiani, qui, à l'église, pendant la messe, quand c'était la période des élections, je fais confiance en vous. Votez par votre conscience. Il faut bien voter. Parce que c'est aussi une question de conscience chrétienne. Pourquoi? Parce que la démocratie, le mouvement de la démocratie italienne s'appelait Democrazia Cristiana, démocratie chrétienne. Il y avait le crucifix comme symbole. Mais si vous savez, la Democrazia Cristiana, les dégâts qu'il a fait en Italie, et qui descendait à compromis avec la mafia sicilienne, et que la Sicile était un bassin de vote parce qu'il y avait la misère, et ils donnaient de l'argent pour l'essence, ils donnaient de l'argent pour aller au supermarché, ils achetaient les votes. Alors maintenant, si on en vient précisément à comment le fascisme est entré dans la vie privée, dans ta maison, dans ton domicile. Mais j'avais simplement une idée qu'un certain ordre dans la société, ça ne fait pas de mal. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que la liberté, ma liberté, termine quand commence la liberté d'un autre. Et ça, c'est donné par des règles. Mais le fascisme des chemins, il est rentré surtout par ma mère. Ma mère, je l'ai jamais vue comme une fasciste méchante. Complètement pas. Et j'ai même compris pourquoi. En fait, ma mère, c'est une Italienne qui est née à Tunis. À l'âge de 9 ans, elle est partie avec sa tante ils avaient peut-être, je sais pas, 6 ans de différence. Parce que ma tante, sa tante, qui était la sœur plus jeune de son père, en tant qu'italienne, elle était jeune elle aussi,
Ils sont partis en colonie de vacances en Italie par initiative de Mussolini. Et pendant leur séjour en Italie, s'est déclenchée la guerre. Mussolini, puisque c'était une période de guerre, il avait peur que tous les enfants qui étaient en colonie de vacances, s'ils les renvoyaient en Tunisie ou dans leur pays de naissance, dans leur famille, il avait peur que les ennemis ils faisaient couler les bateaux. C'est pour ça que ma maman, elle est partie à l'âge de 9 ans. Elle est retournée après 6 ans, à l'âge de 14 ans. D'ailleurs, les 2 frères jumeaux, il les a laissés qu'ils avaient 6 mois. Il les a retrouvés qu'ils avaient 16 ans. 6 ans. Et qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Eh bien, Donc, elle a tu fait sais un toutes peu ses études. Toutes ses études, d'accord. Toutes ses études. Et il montrait avec orgueil, vraiment, ses carnets de notes. Oui. Il n'y avait pas les numéros de 1 à 10. Il n'y avait pas buono, ottimo ou quoi que ce soit. Il y avait lodevole, 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 Qu'est-ce lodevole. que signifie C'était, lodevole, c'était da lode. Ah, ok. Et c'était le maximum. Ok. En plus, elle Elle était était excellente, en fait. excellente. Voilà. Lodevole, lodevole, lodevole. En plus, elle était, puisqu'elle était petite de taille, elle était devenue la mascotte de toute la colonie. D'accord. Et quand il venait quelques autorités à visiter la colonie de vacances, Michelina. Et Michelina, elle arrivait, ta. Et voilà. Et où c'était cette colonie? Oh, un peu de partout. Mais elle à a été, Castel Gandolfo. Plutôt dans le Il nord a de l'Italie? visité, oui, en Italie, Ah, Palazzo oui, mais- Madama, tout autour de Rome. Ah, autour de Rome, ok. Et ils étaient traités vraiment très, très, très bien. Bon, il m'a même raconté que quand il y avait les bombardements, ils allaient dans les refuges et se mettaient en tête les casseroles, les marmites et tout ça. Et qu'elle elle cachait, par exemple, des bonbons et tout ça. Il y avait les compagnons, les copines qui les volaient. Mais ça veut dire que vous aviez, enfin vous, tes parents, ses parents n'avaient plus de nouvelles? Oui, par Non. courrier. Ah, par Et ils s'envoyaient les photos. Ok. C'est simplement comme ça. Ouais. C'était Et la seul, correspondance comme ouais. ça, mais il n'y avait aucun contact téléphonique, rien de rien. Ça était valable soit pour ma mère que Oui, pour soit ma pour- tante, oui, oui, donc les la deux. tante de Ok. ma mère. Oui. OK? Oui. Et donc pour elle, Mussolini, c'était vraiment comme un père Oui, c'est protectif, ça. Mais en fait, il à a... tel point que ma mère, grandie 70 ans et même plus, elle allait à chaque récurrence de sa mort à la messe de Mussolini. Non seulement elle faisait ça, elle avait même des chansons fascistes. Giovinezza, Giovinezza. Et elle le mettait dans le stéréo. Et moi je disais, maman, mais qu'est-ce que tu fais? Tu mets ça à tout volume. Ça c'est apologia di reato. On ne peut pas, c'est interdit par la République italienne. Tu ne peux pas le faire. Mais elle, moi je m'en fous. Parce que Mussolini. Mais moi je la voyais. Parce que si quelqu'un il veut que le bien de toi, tu le prends comme un père, c'est normal. Oui, c'est oui, une bah, affection en fait, naturelle. En fait, vu qu'elle avait Toi, plus tu pas t'es ses parents senti dans elle la avait pas- guerre protégé par cette par homme, en fait. cette entité. Enfin, oui, Et cette- tu cette faisais, institution. tu étais, io ero una piccola italiana. Si. Ça lui a donné de la valeur, en fait. Oui, c'était son histoire. C'était son Ça a histoire. construit son identité complètement. Son identité de jeune, sa formation culturelle. Oui, en plus. Parce que les études, ils étaient très sérieux. Ouais. La gymnastique, tout ce qui regardait les principes de la patrie, du tricolore. Si. C'était ça. C'était ça.
Mais quand elle est retournée, il m'a raconté même ça, il a eu de la peine à rentrer chez elle. Et il voyait ses parents presque comme des étrangers. Ses frères, presque il ne les reconnaissait plus. Il disait, mais moi, qu'est-ce que je fais ici? Ça avait plus de sens en fait pour Il elle. n'avait plus de sens pour se rentrer à réadapter, nouveau dans se l'ambiance. Ça a réintégrer. été psychologiquement Difficile. très dur. Ouais. Dommage à savoir, ma mère maintenant elle est décédée en 2006, à savoir où ils sont finis avec tous les déménagements qu'il y a eu, toutes les photos et surtout les carnets de notes qu'elle avait parce qu'elle les montrait avec orgueil. Regarde, Et tu regarde. disais que ton petit frère, lui, en fait, il a une tendance... Ah, mon petit frère, Ouais, je parce qu'en fait, pense il que est- vis-à-vis de ça, Attends, il a combien d'années de moins que toi? Donc lui, il est né en et 1900. 14 ans. Et lui, il a été fasciné par ces histoires de ma mère. Il s'est acheté une encyclopédie sur Mussolini. Il est vraiment devenu un fasciste dans une manière incroyable, mais vraiment dans la tête. Et même que je pense, il n'est pas un extrémiste, mais il est un absolutiste. Ceux qui pensent lui, Ouais, une fois c'est je me l'absolu, suis fâché c'est la avec vérité, lui, quoi. je lui ai dit, mais t'es vraiment un fasciste, lui dit. Et lui m'a répondu. Bon, après c'est tout s'est calmé, parce qu'on est des frères. Lui, il m'a répondu, mais qu'est-ce que tu crois que tu me vexes? Quand tu me dis fasciste, tu me fais un compliment. Je suis resté un peu comme ça, j'ai dit, bon. En fait, il n'a aucun recul sur cette histoire. Non, en fait, non, du non. fascisme. Une fois, j'étais en voyage et dans un autre grill dans l'autoroute, j'ai découvert qu'ils vendent des bières, des vins, des briquets avec l'image de Mussolini et avec les phrases de Mussolini. Ah ouais. Meglio un giorno da leone che 100 da pecora. C'est mieux un jour de lion que 100 de La pecora, c'est la chèvre. mouton, la Ouais, chèvre, ouais, la chèvre. Chi si ferma è perduto. Ouais. Celui qui Qui s'arrête s'arrête. est perdu. Et je lui ai acheté, je crois, un briquet et une bouteille de bière. Oh là là, c'était comme si je l'avais fait porter un cadeau de l'or. D'ailleurs, je dois le confesser, moi aussi j'ai un briquet. Mais je l'ai plutôt pour curiosité que pour autre. Je l'ai mis dans ma vitrine aussi. Parce que, comme ça, je l'ai eu, je l'ai vu, j'ai dit, pourquoi pas. Ouais. Mais ce n'est pas vraiment un point de Oui, c'est pas référence une référence pour toi. moi. Et bon, tout ça quand même, ça n'a pas fait de moi un antifasciste absolu. Ça veut dire, je m'explique bien, je ne voudrais pas que mes phrases soient mal entendues. Mal interprété. Si on suit l'histoire, ok, je ne serai jamais un fasciste. Si on raisonne sur le principe qu'il y avait le fascisme, comme je répète, les principes qui a la démocratie chrétienne, comme les principes qu'il y a le socialisme ou le communisme. N'oublions pas que Mussolini au début c'était un socialiste. Il venait du parti socialiste. Tous les principes sont bien. Je répète encore, tous les principes sont bien. C'est les hommes qui vont au pouvoir et qui... Alors maintenant, Qui aujourd'hui... instrumentalisent les principes quelque part et qui en font des objets de pouvoir. Non. Les Non. principes, un principe suivi simplement dans son principe. Oui. Dans le principe, C'est il n'y normal, avait pas quoi. les juifs, le truc contre les juifs. Dans le principe, il y avait le bien de la société. Mais dans le principe, ceux qui se sont trompés, l'obligation que si quelqu'un ne la pense pas comme toi,
il est dehors et il n'a droit à rien. Donc pas la liberté. Pas la liberté. Mais ce n'était pas dans les principes. Oui. C'est l'homme qui après il a appliqué ça. Qui Le rajoute. principe du fascisme, il ne dit pas que toi t'es pas fasciste alors t'es foutu. Non. Bah non. Allons-y lire ça. Le communisme, pareil. Donc toi, tu n'as jamais voté à droite? Non, j'annulais toujours les votes. Parce que j'ai vu la politique comme quelque chose de sale. Mais j'allais à voter. Parce qu'il faut la voter, c'est un droit et un devoir. Il y a des gens qui sont morts pour avoir le droit, déjà de la culture, après de voter, et surtout, même le droit de voter aux femmes, qui s'est venu après. Bah oui. Parce que les femmes avant n'avaient pas le droit de voter. Oui, ça je sais. Et avait un rite. Le dimanche de votation, on allait à l'église, et en sortant de l'église, on allait à voter. Ouais. Maintenant, on s'en fout. Ouais. Et moi je dis toujours, tu annules la carte. Ou sinon, tu votes pour les derniers de la liste. Ou tu fais quoi que ce soit, mais tu dois aller à voter. Oui, tu te manifestes en tout cas d'une manière ou d'une autre contre des votes. Il y a des gens qui ont fait même des trucs comiques. Ils ont mis une tranche de salami dans le papier de vote. Il y avait écrit « Tiens, magnatevi pure questa. Tenez, mangez-vous même ça. » Elles vont marcher. On va les suivre un petit bout. Contente de pouvoir prendre la parole, parce que c'est quand même important de s'exprimer. Bon, c'est vrai que je ne suis pas une militante féministe, pas du tout. En fait, ça me fait plaisir qu'on fête la journée de la femme, quoi. Également pointer du doigt les questions du genre qu'il m'intéresse d'aborder, voir un peu comment ces parcours d'hommes et de femmes se sont reconstruits et se sont intégrés dans leur sphère en fait européenne, et notamment à Genève pour mes parents et mon oncle. Je vais brancher la caméra. Ouais. Et puis on va discuter de ça. D'accord. Tu vas me raconter ce que toi t'as vécu, quoi. Faut que je prenne une rallonge.
fil. En fait, tu te souviens un peu quand cette machine a été achetée ou enfin comment elle est Non, arrivée elle chez avait vous? déjà, ma maman. Elle avait déjà cette machine qui est hyper ancienne. Hein. Elle a toujours travaillé, elle a tout fait, nos vêtements, toutes les réparations. Elle les faisait sur cette machine, tu vois. Donc toi, tu l'as toujours... Donc moi, je l'ai toujours vue travailler avec ça, quoi. Mais en fait, elle avait une planche avec... Et c'est mon père qui a mis le moteur. Ah ouais, parce qu'avant, elle était mécanique. Elle était mécanique. Là, il faut aller chercher la canette, là, tout à fait au fond. Et c'est pas évident. Parce que toi, tu es née après la guerre. Voilà. Un papa, qui eux sont nés pendant la guerre. Et puis, vous n'aviez pas le même statut. Exactement. Quel type de famille? Alors bon, on était une famille de 4 enfants. Je n'ai jamais manqué de rien. Enfin, quand je pense à mon enfance, je n'ai jamais manqué de rien, il ne manquait rien à la maison, ma maman était toujours très attentive. Ces histoires de dons, en fait, tu disais que ta tante, elle faisait partie des groupes d'Italiennes qui donnaient des dons. Mais en fait, toi, tu l'as vu, pourtant c'était après la guerre. Oui, moi, on me l'a raconté tout ça. On m'a raconté tout ça. Oui. C'était mes parents et puis ma tante Lina qui en parlait beaucoup parce qu'elle. C'était quoi? En fait, c'était les Italiennes de Tunis qui étaient à fond pour Mussolini. Je ne sais pas dans quel contexte. Elles devaient donner leur bague en or, leur alliance en fait. C'était pas une bague en or, c'était leur alliance. Donc elle était mariée à l'époque. Voilà, elle était mariée. Et elles devaient toutes donner leur alliance pour Mussolini. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'elles faisaient fondre après il duce, il faisait fondre l'or? Qu'est-ce qu'il en faisait? Je ne sais pas. Est-ce qu'il le distribuait à d'autres personnes? Ça, je ne peux pas le dire. Mais je sais, en tout cas, oui, c'est quelque chose qui m'est resté et dont ma tante Lina parlait beaucoup, quoi. Ces bijoux, ces alliances qui étaient offertes. À Tunis comme en Italie, on a été, on va dire, la communauté italienne a été sollicitée pour participer à l'effort de guerre, à l'effort de la construction de l'État fasciste. Donc donner son or, ça a été un maître mot de la propagande fasciste. Et dans cette communauté italienne, il y en a qui ont participé. Donc on donnait ses alliances, ses bijoux, et on avait une sorte de récompense en remplaçant son alliance en or par une alliance en acier, il me semble. Maintenant il faut nuancer parce que globalement on va dire que la communauté italienne de Tunis, elle est partagée à cette époque-là de l'entre-deux-guerres. Il y a une composante fascisante ou fasciste qui adhère, et puis une autre partie qui est hostile. Et surtout, c'est que cette partie qui est hostile, elle va être relayée par la gauche française, on va dire. Oui. Ce qui fait que ça va renforcer en fait le caractère antifasciste de cette communauté. On a l'habitude de dire que Paris et Tunis étaient les deux hauts lieux de l'antifascisme. L'adhésion au fascisme a été sans doute plus importante dans les parties de la population bourgeoise et aisée qui avaient beaucoup plus à perdre à ce que le protectorat français réussisse dans son projet colonial que c'était cette communauté qui avait le plus à perdre. Donc ce sont ces cadres, cette élite italienne qui a largement tenté, on va dire, d'insuffler dans la population modeste, ouvrière, principalement sicilienne ou sarde, cette envie d'adhérer au fascisme. Tandis que cette population pauvre, qui vis-à-vis de l'État-nation, vis-à-vis de l'italianité, avait quelques rancœurs parce qu'ils avaient été un peu les oubliés de l'unité italienne. Je dirais que parmi ces Siciliens, ils se disaient d'abord siciliens ou sardes avant de se dire italiens. Et donc ce nationalisme italien n'a pas forcément bien fonctionné. D'ailleurs, si on regarde
regarde, alors si on se focalise toujours sur le quartier de la Petite Sicile, hein, Oui. on va dire qu'effectivement il y avait une forte communauté italienne, même si dans la ville il y avait d'autres endroits, d'autres poches où on pouvait retrouver des communautés italiennes. Dans la Petite Sicile, l'installation des fascistes se fait vraiment par petites touches, et notamment soit par la présence de la Dantelieri ou bien par la présence des dopo lavoro. Et en fait, quand on regarde l'implantation de ces cafés de Oui. contrôle, hein, Ouais. il y en a à proximité de la Petite Sicile, mais pas à l'intérieur de la Petite Sicile. D'accord. Il y en a vraiment à proximité du consulat actuel de l'ambassade d'Italie, c'est-à-dire Ok. qu'on est en dehors de la Petite Sicile, mais on est à la frontière D'accord. entre la ville ancienne et la ville nouvelle. Donc vous voyez, c'est aussi peut-être le signe qu'on a du mal à s'enraciner. Du point de vue fasciste, on a du mal à s'enraciner dans cette partie de la ville parce que c'est une ville aussi populaire, difficile, avec des quartiers peut-être aussi, des parties de la ville qui est dangereuse, dont on se méfie, et donc on reste un petit peu à l'écart. On va dire que la Petite Sicile est un peu encadrée par ces installations et institutions de propagande fasciste, mais à l'intérieur, il y en a Il n'y a pas. pas. Parler français. Parler français, ouais. Et ça, c'était perceptible dans la ville, Ben oui. Ouais. C'était perceptible d'abord la place au français, après à l'italien. Fait que, bon, déjà, qu'est-ce qui fait que certains optaient pour la nationalité française alors que d'autres pas? Et après, du point de vue du départ de la Tunisie au moment de l'indépendance et ensuite, est-ce que les conditions étaient différentes pour les uns et les autres? Cette question de la nationalité, c'est au cœur de la rivalité franco-italienne hein, depuis l'arrivée du protectorat en fait. Les Français s'installent dans un pays où la communauté européenne est marquée par une présence forte d'Italiens. Oui. Et on va dire que la majorité des Européens sont italiens jusque dans les années 30. Et ensuite, à partir des années 30, il y a une bascule, mais on va fabriquer du français. Oui, C'est-à-dire qu'on va fabriquer du français en octroyant la nationalité française aux Européens qui naissent sur le sol tunisien. Oui. C'est un droit du sol français exporté en dehors de la France, puisque nous sommes dans un protectorat. Oui. Donc par conséquent, c'est une action politique très forte pour faire en sorte que les Italiens naissant sur le sol deviennent français automatiquement. Donc ça veut dire qu'ils ont accès à un certain droit Disons qu'ils ont un accès à la nationalité qui leur est quasiment forcé. Ils ont jusqu'à la majorité pour changer. Alors, donc par conséquent, durant cette période, il va y avoir plusieurs éléments qui vont faire que certains Italiens vont accepter la nationalité française. Oui. La scolarité. Il faut savoir que par exemple, depuis 1896, les Italiens n'ont pas le droit d'ouvrir des écoles supplémentaires. C'est-à-dire qu'il y a un statu quo du nombre d'écoles qui doivent être identiques, en accord avec cette signature des accords de 1896. Ce qui fait que le surplus des effectifs, les écoles italiennes ne peuvent pas les absorber. Donc forcément, ce sont les écoles françaises qui vont le faire. Donc le jeune italien, le jeune d'origine italienne qui a la nationalité française, naturellement il va aller à l'école française. Et on va fabriquer des Français comme cela. Deuxième chose, il y a certains emplois qui sont réservés exclusivement aux Français. Toutes les administrations, toutes les entreprises un peu stratégiques, comme par exemple l'Arsenal à Bizerte, n'emploient que des Français. Ensuite, dans les travaux publics, les architectes qui obtiennent des chantiers publics pour construire des bâtiments publics, écoles, etc., gares, doivent être français. Et de ce fait, on va avoir, on va dire, une francisation d'une communauté qui est italienne à la base. Ensuite, il y a aussi le fait que dans certaines professions, quand on est italien, on est moins bien payé que quand on est un Français. Oui. Donc voilà, tout ça fait que certains vont adhérer ou pas à la nationalité française, mais en tout cas, ils vont l'accepter parce que pour eux, c'est synonyme d'une ascension sociale ou d'un espoir d'une vie meilleure ou d'une rémunération meilleure. Ah oui. Donc ça, c'est, on va dire, toute la période jusque dans les années 30. Non, il travaillait avec son père. C'est-à-dire, mon papa travaillait avec son père à Tunis. Et il faisait les armes, il faisait surtout les crosses, c'est-à-dire la partie de bois, l'arrière du fusil. Okay. À la main, tout à la main, pas maintenant qu'on achète tout confectionné. Et voilà, il travaillait un peu à droite, à gauche. À 16 ans, il avait le permis de chasse. Et il allait chasser avec son père, avec mon grand-père. Tu te rends compte comme ça. Et après, malheureusement, la guerre,
Il y a eu tous ces jugements et il a perdu son travail. Non, non, après les morts. Et puis il s'est débrouillé en faisant d'autres choses. Un peu à droite, à gauche. Il avait trouvé une place. Ouais. Ah voilà, on revient en français. Ouais. Une place à Forgemol. Ok. Forgemol, c'est les Français qui faisaient les armes. C'est une grande industrie. Ouais. Il a donné satisfaction, il voulait l'engager. Ah, mais vous êtes italien? Ah non, non, non. Même là, ça a été la réprobation. Finito. Il n'aurait jamais pu rentrer dans une boîte où il faisait tous les arboriers, fermiers. Ouais. Et puis, à la défaite de l'Italie, il est resté 2 ans en tant qu'Italien employé par les Français. Parce qu'il était tellement bon et puis tellement efficace. Puis après, pour finir, l'échéance est tombée. Il lui dit, Monsieur Russo, ou bien vous faites français, ou bien Vous quittez vous, votre voilà. travail. Il a été dire ça à son père. Son père lui a dit, tu ne feras jamais français. Et en plus de ça, il y avait des enfants, ils étaient tous en Algérie, il y avait la guerre en Algérie. Alors, à mon avis, ils ont eu une peur. Mais d'un autre côté, ça a été la pauvreté après. Italienne, Ouais. les Italiens c'était très nombreux. Absolument. Les Français, voilà, ils étaient là, mais quand même moins nombreux. Après, peut-être avec les naturalisations, ça a un peu bougé. Bien Mais sûr. finalement, les Arabes, ils étaient... Enfin, À l'extérieur. ouais, mais avec les personnes plus modestes, ou bien... Alors Ils les sont Arabes, restés dans non, un- les Arabes, au fond, c'était les Arabes qu'on acceptait ou qu'on n'accepte pas par rapport à leur parler français ou italien. Ah oui. Ils s'intégraient pour essayer d'être dans le groupe. Ouais, Mais par quelques- exemple, vous, dans votre groupe de jeunes Il y en avait sur une vingtaine, il y en avait 2 ou 3. d'Arabes Ouais. qui parlaient Italien ou français. français. Ouais. Ouais. Et qui étaient arabes. Ouais. Et Pas- vous parliez aussi arabe, ou bien ou Ah, pas un petit peu quand même, oui, pas bah, beaucoup. on essayait de parler arabe, mais pas à cette époque-là. Ouais. Mais vous aviez appris l'arabe à l'école un petit peu Non, 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 pas du non, tout. non. C'était pas... On a appris le français. C'est tout. L'italien a été enlevé Ouais. et le français a été remplacé. D'accord, ouais. L'arabe, je l'ai appris au lycée technique. Ok. Alors là, ça a changé, par exemple, la dynamique au lycée technique. Ouais. C'était quel type de population? Donc, Alors, c'était mélangé, là. la plupart, c'était des Français. Hein. Ouais. Disons, les Français existants, c'était tous des pensionnaires qui pouvaient se payer des agriculteurs, la colonisation Mhm. qui ressortait, et c'était eux qui prenaient quand ils revenaient à l'école, ils disaient qu'ils avaient passé 3 mois formidables chez eux, en France, Ah oui, à la d'accord. plage et tout ça. Pratiquement, ils nous jetaient par terre. Hein. Nous, on devait travailler pendant ces mois pour essayer Oui, de... pendant l'été, pour gagner, pour payer Ouais. vos études, en Ouais. fait. Ouais. Alors qu'eux, Pour- ils avaient... Alors qu'eux, ils avaient tout. plus de Ouais. moyens. Moi, j'ai travaillé dans une pharmacie comme coursier Ouais. et le patron avait son fils Gilles Hardy qui était à l'école avec moi. Ben, on s'est retrouvé, par exemple, mon école de mécanique qui avait 3 Européens et puis le reste, c'était 6 Arabes, quoi. Donc, tu dis, ça s'est fait progressivement. Après, toi, tu as construit pas mal de... Enfin, Ouais. il y a eu l'expansion de la ville, vers la côte, il y avait pas mal de... Enfin, au niveau du tourisme, ça s'est développé. Vous avez construit des hôtels. Puis Djerba, Zarzis, toute la côte, Nabeul, Donc là, ça s'est vraiment développé. complètement. Ouais. Au fond, il n'y avait plus de règles, on construisait des hôtels pour pouvoir amener des touristes. Ouais, ouais. Donc, là, c'est donc la villa au Kram, avec la voiture, la Citroën de mon papa. Alors, vous aviez quand même un statut social un petit peu plus élevé que la moyenne. Oui, mais bon, mon père était mécanicien au début, hein, Ouais, vous avez Mais on avait aussi, acheté ouais, une au petite- Kram, donc au bord de la mer, Ouais, une petite... des petites villas, Ouais. pas trop grandes, hein, des petites Ouais. villas. La nôtre avait un jardin Mhm. et des petites maisons. En fait, c'était comme des petits studios individuels que ma mère louait à différentes familles.
Vous étiez déjà français là à ce moment-là? Non, alors on était une famille italienne. Donc, D'origine de quelle origine? D'origine de Trapani. Donc de Sicile. De Sicile, oui. Mon père était italien, ma mère aussi. Et de 3 générations, mes grands-parents, mes parents et les enfants. Donc quand c'était la fin de la guerre et tout, après mon père s'est fait naturaliser français. On l'a poussé en fait à se faire Voilà. naturaliser? Exactement, parce que en fait c'était pas très évident. Je pense qu'il n'avait pas très envie d'aller faire son service militaire, etc. Et donc on est devenu français, mais à la base on était italien, sans jamais avoir vécu en Italie en fait. J'étais jeune, j'avais pas envie d'apprendre et après j'ai été obligée de prendre des cours de couture en tant qu'un pour me débrouiller, faire des choses basiques. Et après, effectivement, je me suis débrouillée, je sais faire une petite jupe, j'ai fait des choses pour ma petite Jeanne, j'ai fait une jolie petite robe, j'ai fait un pantalon. Par exemple, cette photo, ma maman et moi, était toujours bien habillés de la tête aux pieds en fait. Toujours de jolies chaussures, ça c'était la robe que ma maman m'avait faite et la sienne, c'est elle qui l'avait cousue aussi. Donc quelque part c'est une activité qui s'est transmise mais un peu différée comme ça. Oui, un peu différée et ça m'a donné envie en fait. Parce que bon, j'aurais pu faire les ourlets ailleurs, il y a beaucoup de magasins où ils font des retouches, où ils font des ourlets. Mais maintenant tu as du plaisir en fait. Voilà, et maintenant j'ai du plaisir. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas dans ma jeunesse, quoi, malheureusement. Alors que j'aurais pu gagner de l'argent et du temps surtout. Et lui, il faisait ce métier là-bas, en Tunisie. Tailleur. Ouais, de tailleur. Il Ouais. avait quoi, une petite... Non, à la maison. Ah, il faisait à la maison. C'est-à-dire, il a commencé avec son parrain. Donc il a pris le métier comme ça, lui. Ouais. Ensuite, lui, il est parti en Italie, à Paris. Et il voulait faire le grand représentant des tailleurs. Mais il a coulé. J'allais travailler à la rue Al Jazeera, je me rappelle plus, tu sais, Porte di Francia. J'avais 12 ans, 13 ans à l'été. Il me donnait 60 centimes par semaine. Mais c'était juste pour ne pas rester dans la rue. Oui. Enfin, tu faisais quoi? Rien, je faisais la savonnade, je suivais les cheveux parce qu'il y avait la femme et l'homme là-dedans. Et je suivais les cheveux, piccolo, ils m'appelaient même pas par mon nom, piccolo, viens. Des journées, genre, 47. C'était 10-11 ans, ouais. 11 ans, 12 ans. Et ça, c'est pendant la période d'été. D'accord. Kiki. Et puis alors, la couture, comment t'as appris? Ah, mais après, ça, c'est encore... Ça, c'était plus tard? À ma mère, il m'a dit d'aller prendre d'aller prendre son pantalon. Alors, salut, d'accord. Et moi, je voyais pas l'heure d'aller le chercher comme ça, avec le pantalon ici. Je me promenais avec une bourguiba, tout ça. Comme ça, les gens me voyaient que j'étais tailleur, et pas couturier, et pas coiffeur. Après, j'ai su, par le temps, après des années, que le grand-père était tailleur. Donc c'est une transmission qui s'est fait, le DNA, c'est fait par soi-même. Ouais. J'avais toujours envie de faire le tailleur. Voilà. Mais t'avais jamais vu dans la famille quelqu'un qui... Jamais? Ma mère qui faisait... Oui. Ma mère, femme, ma mais tante. pas homme. Non. Je ne savais pas que mon grand-père était tailleur. Le père de ma mère. Donc, avec nous. Et voilà, et c'est comme ça que c'est parti pour faire tailleur. Puis bien, et voilà. Et ça a continué, ça a grandi. Et après, tu as aimé ce métier, en fait? Oui, j'ai aimé, mais je ne le ferai plus. C'est vrai? C'est devenu... Non, c'est un beau métier. C'est un art, c'est pas un métier, c'est un art. Oui, c'est un art. En plus, tailleur pour hommes, toi, tu tailles des... plutôt... ouais. Et il y a un mot qu'Albert m'a fait plaisir toujours, celle des cuisines scolaires, elle dit « Ah, il est toujours bien habillé, bien élégant. » Mais lui, il était tailleur. Ah bon? Il nous habillait à nous. Effectivement, j'habillais mes frères, mon père, mon oncle, tout ça. C'est moi qui les habillais. Et pas comme maintenant, quand tu fais quelque chose, il faut payer. C'était, j'arrivais à la maison et je donnais la peine pour la famille. Voilà.
i costumi e compagnia. E piano piano poi il resto si Et vede. du coup, le métier de tailleur, tu as quand même pu... Non, j'avais trouvé. Oui, tu avais trouvé, J'avais mais tu trouvé, travaillais au paquet. Enfin, il me semble, 5 ans j'ai travaillé, je Ouais. tenais une boutique au paquet. au paquet. Ouais. Après 5 ans, j'ai connu mon copain Parejas, Christian, tu l'as connu toi aussi. Oui, ouais. Et lui qui me disait, mais laisse là-bas, viens travailler chez moi à l'État. Et j'ai fini à la station d'épuration. Du propre C'est incroyable. au sale. Ouais. En salopette. Pas le même métier. De Pour avoir l'art. une sécurité. Oui, c'était une sécurité Là-bas, financière. qu'est-ce que tu veux, c'était l'État. Disons, il y avait plus d'avenir. Ici, quel avenir j'avais? Ouais. D'ailleurs, ils ont cassé l'immeuble. Oui, c'est plus... Et c'était fini. Alors, totalement changé. Et j'ai quand même bossé 25 ans Ouais. à l'État de Genève. Et en Tunisie, en fait, tu cousais des costumes, tu faisais des costumes pour qui achetait, qui avait la... D'abord, j'ai commencé avec la famille. Oui, Après, quelques clients, et puis j'étais à mon compte chez moi. d'accord. Ah oui, tu travaillais à la maison. Ouais, D'accord. et il y a eu soit le consul français, soit le chose d'Italie, quelques-uns de grande valeur. Ouais. Il venait chez moi, je le Ah faisais. oui, Et quand on a quitté, j'ai tout perdu, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, je me suis apporté le fer, genre, tout ici, le coussin, pour repasser. Ouais. Tout. Les grands ciseaux comme ça, ils sont là. Et tu coupes plus maintenant. Non, c'est fini. Même pas, pour mettre déjà l'aiguille, pour m'enfiler le fil dans l'aiguille, il me faut. T'as pas fait de la couture pour tes petits-enfants? Des habits? Non? Et c'est ça une chose, mais bon, il m'aidait beaucoup à moi aussi. Ouais, Quand je faisais Oui. c'est fini, une fois que tu de quittes. l'escalade et tout ça. Ouais. Tu te rends compte, j'ai travaillé 26 ans au tailleur et 25 ans à la station d'épuration. Ah ouais. 50 ans, c'est Ouais. pareil. Oui, donc si tu te souviens un petit peu de donc l'arrivée de Bourguiba Alors donc, à l'indépendance en fait. c'était, oui, l'indépendance. Donc Bourguiba est arrivé pour diriger le pays. Et c'était un super président parce qu'il a beaucoup fait pour la cause des femmes, l'émancipation de la femme. Il a mis en place le code du statut personnel en fait pour émanciper les femmes. C'était une loi. Voilà, c'était Ouais. une loi. Mais Et vous l'avez perçu d'une manière ou d'une autre, ou bien c'est quelque chose... On l'a perçu avec l'émancipation de la femme. On voyait que les femmes n'étaient plus obligées de porter le voile. D'accord. On appelait en fait ça la fouta. Ouais. Elle mettait un voile tout blanc de la tête aux pieds. Voilà. Mais certaines le gardaient. Certaines le gardaient, oui. Comme notre Fatma qui travaillait chez nous, elle, pour sortir, elle avait toujours la fouta. Et à la maison, non. Elle l'a enlevé, bien sûr. Mais, donc, si on en revient à Bourguiba, il a fait beaucoup. Donc, il était marié à une Française. Et il était beaucoup pour l'émancipation de la femme, pas seulement pour le voile, mais pour bien autre chose aussi. Hein. Aussi, oui, d'avoir... Voilà, on pouvait aller boire un café, bon, peut-être pas toute seule, mais avec son mari ou bien son fiancé. Voilà, on était un peu plus libre, disons. Je crois qu'il y a aussi le droit par rapport au divorce. Et il a instauré en tout cas des choses assez... Il était assez ouvert dans ce sens-là. L'émancipation de la femme musulmane et de la femme européenne, avec l'arrivée de Bourguiba, qui va en bénéficier? En dehors on va dire, du caractère proprement italien ou présence... Donc le code du statut personnel de Bourguiba est une avancée. La femme tunisienne a le droit au divorce, a le droit à l'avortement, même avant la femme française, en 73. Donc, on va dire que toutes les femmes qui sont en Tunisie peuvent en bénéficier. Maintenant, il y a aussi peut-être aussi le poids des habitudes, des poids des poids familiales, des coutumes.
on va dire que c'est davantage en ville qu'à la campagne qui peut en profiter. Maintenant, voilà, ça reste aussi, on reste quand même dans une société patriarcale. Ouais. Est-ce qu'au niveau éducatif, est-ce qu'il y a quand même, j'imagine, aussi une avancée de ce point de vue-là? En fait, Bourguiba, c'est l'accès à l'école, l'accès à l'université. De ce point de vue-là, il ouvre vraiment la Tunisie. Quand je disais le poids des coutumes, etc., il est allé même à l'encontre de cela, puisque c'est celui qui va dévoiler en plein ramadan une femme à l'entrée de la Médina en disant voilà, maintenant c'est le développement avant tout, plutôt que la tradition. De ce point de vue-là, c'est lui qui lance cette perspective. Si d'ailleurs on reprend, on va dire, du point de vue architectural et urbanistique, pour lui il faut raser la Médina, parce que c'est le signe de l'archaïsme. Et donc pour lui, il va d'ailleurs convoquer Olivier Kacoub, l'architecte français, pour penser à une nouvelle Tunis moderne dans la prolongation de l'avenue Bourguiba. On rase la Médina, on fait une énorme avenue comme les Champs-Élysées pour relier la Casbah. D'accord, donc on est presque dans un radicalisme. Ah oui. Ouais. Donc là ensuite, dans les années 70, il y a la création de l'association de sauvegarde de la Médina qui se bat pour dire non, on a une œuvre architecturale à préserver et une identité de la ville. Et la Médina de Tunis est préservée. Modernité contre tradition. Et on va dire pour Bourguiba, c'est d'abord la modernité. Et donc pour le statut de la femme, c'est ce que ça. C'est ce que ça représente. Après, quand il y a eu l'indépendance, les Tunisiens, les Arabes, si on peut l'appeler ici les musulmans, ils se sont vengés vers les Français. Et ils ont fait exactement la même chose. Ils tiraient plus les Italiens vers eux que le Français. Malgré que la langue française, c'était la première langue. Et à un moment donné, qu'est-ce qui a fait que c'était plus possible? Alors, voyant les choses comme elles se passaient, elle se passait plutôt bien, là. Elle se passait bien, on n'était pas embêtés du tout. Il y avait une bonne communication, une bonne relation entre les populations. Oui, en fait. la seule chose, c'est que des collègues à nous, arabes, qui s'étaient diplômés au même diplôme que nous, ils touchaient même pas la moitié du salaire. Alors, l'entreprise devait faire en sorte que il devait faire la différence entre le contrat actuel et puis le Tunisien. Le Tunisien est assuré de sa paye, mais la moitié de celui que gagnait. Ah oui. Donc ils ont commencé à voir qu'il y avait une différenciation entre... C'était pas normal. Et donc ça, il y a eu un peu des... Oui, ça a commencé comme ça. Et puis les Arabes qui étaient dans la Casbah, qui étaient dans les gourbis de ça, ils sont sortis vers la ville en disant ces maisons-là, on va les prendre, on va les habiter. Pourquoi on n'habite pas là? Il y a eu cette espèce de jalousie. Hein. On est indépendant et on veut même celle qui nous donnait un coup de main pour le lavage. Elle disait un jour je prendrai votre maison. Oui. Enfin, ils voyaient bien qu'ils étaient exploités et qu'ils n'avaient pas le même. Oui, absolument. Oui, le même niveau social. Et puis. C'était pas considéré de la même manière. Non. Et pourtant, tout voilé. c'était Bourguiba qui était un. Oui, tout voilé. Et s'il y a quelqu'un qui se réprimandait, la première chose qu'ils faisaient, par exemple, ils augmentaient le pain de 1 centime. Bourguiba, pour ne pas qu'il y ait des effets de Macron, là, les manifestations, il baissait le pain, et avec un sac de farine, et de toutes les personnes. C'était ça, mais nous, on voyait toutes ces manifestations qui se passaient, et on réfléchissait, qu'est-ce qu'il faut faire? Les Français pouvaient rentrer puisqu'ils étaient rapatriés. Les Italiens devaient passer par un camp de réfugiés, comme on est passé nous. Hein. Mais il fallait trouver une place. Oui, c'est ça, il fallait trouver du travail. Et qu'est-ce qui fait que finalement, à un moment donné, vous vous êtes dit, maintenant c'est le moment de partir? C'était déjà, comme ton nom a dit, c'était le moment de partir. Il y avait 10 ans, 15 ans que les gens partaient. Avec une valise. Ah oui. Attends, la valise, c'est autre chose. C'est-à-dire, personnellement, on t'enlevait la terre dessous les pieds, à tout le monde. Et tu enlèves la terre, tu vois les clous.
tu vas tomber. Oui. On trouvait le magasin, on trouvait la place, ils nationalisaient toutes les terres. Celui qui avait fait 30 ans il était devenu colon. Une semaine, vous voulez rester plus comme patron, mais comme ouvrier. Déjà ça. Qu'est-ce qu'il faisait le gars? Il est parti. Et nous, on a tenu jusqu'en 69. Oui. Mais finalement, entre vous, que ce soit arabe, français, enfin, il y avait une bonne Oui, on avait une entente, en fait, bonne une bonne entente, entente. oui. Il y avait pas On restait ensemble, il n'y avait pas de bagarre. Ouais, C'est les hauts qui se Ouais, discutent. Mais les envieux qui passaient par là, ça c'est à nous maintenant. On avait même peur. Albert était en contact avec Fernand Bernasconi, qui faisait du hand à l'effort avec nous. Oui. Et puis il travaillait chez Sécheron. Puis il demande à Albert, est-ce que tu veux venir avec moi à Genève? Ouais, puis ça s'est fait comme ça. Puis il lui dit, pourquoi pas? C'était le jeudi, le vendredi, le samedi, il prend l'avion et va à Genève. Le lundi, il commence à travailler. Incroyable. Ouais. Sans permis, sans rien. J'allais dire, le permis de travail, tout ça. Non, il n'y avait rien. Ça, c'est C'était l'époque encore où c'était libre. Ouais. Quand je suis rentré, moi, quelques années après, Et nous, avant, on était venu avec ton père, on a trouvé une place. Ouais. Moi, j'ai trouvé une place de tailleur, et lui, il a trouvé une place de conducteur de travaux. De conducteur de travaux. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Et on est partis les trois familles ensemble. Donc, la famille de ton père, ma famille et Nono. On s'est retrouvés, après passer toute l'Italie, Palerme et ainsi de suite, on est retrouvés à finir à Tortona. Dans un camp, en fait. Dans un camp. Ouais. Et c'était, pour nous, c'était le désastre. Ta maman, elle s'est mise à pleurer, l'autre s'est mise à pleurer. Parce que c'était une vieille caserne. On était là, à l'arrêt au vide. Et vous êtes resté combien de temps là? Maximum 15 jours. il fallait recevoir le contrat à la maison Oui. pour pouvoir... Finalement, entrer sur le territoire. ouais. Avec la mise en pratique, D'accord. je demandais d'avoir 15 jeunes hommes, soit petits, soit moyens, soit grands, hein, même université, ou bien à la marine, ou bien à l'armée, et ils me mettaient à disposition dans un terrain, une halle de sport, D'accord. de façon à pouvoir expliquer. J'étais toujours avec 200, 300 personnes dans la salle qui assistaient à cela. Et je devais faire la traduction d'abord de l'italien au français, du français à l'italien pour pouvoir parler. Donc pour faire partie de l'équipe Nationale. Okay. Et on a fait les pré-olympiques. Oui. On faisait des réunions, des matchs amicaux contre la Pologne, contre Israël, contre l'Angleterre. Et c'est là en 72, on a fait les pré-olympiques. Ouais. Ça c'était en Espagne, non? En Espagne, ouais. L'entraîneur, c'était un Roumain. Pour quelle raison? Parce qu'après mon stage de promotion en Italie, on m'a demandé, le comité olympique m'a demandé, est-ce que vous ne voulez pas devenir entraîneur de l'équipe nationale, la première équipe nationale? J'ai dit, je veux bien le faire. Pour trouver une place dans une entreprise importante, je viens, je fais mon métier et je fais l'entraîneur. Ouais. Et puis je demandais quand même de l'argent, pas énorme, mais c'était ça. D'être rémunéré, quoi. Ils ont discuté et puis ils m'ont proposé quelque chose, mais je n'ai pas accepté. D'accord. Et puis ils ont pris le Roumain. Et puis est-ce que maintenant tu dirais, ah ben j'irais bien faire un tour du côté de la Tunisie pour aller voir un peu comment c'est C'est-à-dire, disons que le mot nostalgie était très superficiel. Pour quelle raison? Parce qu'on a trouvé un peu l'ambiance de l'effort.
Tu veux dire au niveau du sport? Au niveau du sport, hein, amitié, responsabilité. Donc, du coup, c'était beaucoup plus facile de s'intégrer. Ouais. C'était la porte était déjà ouverte. Et on nous l'a ouverte complètement. On nous a pas fait. Des compétences sportives. Plusieurs années après, j'y suis retournée et on a été visiter le Kram. Tout juste, si je reconnaissais la rue, c'était horrible parce que je retrouvais plus ma petite villa et c'est la dernière fois que je suis partie à Tunis, quoi. Et puis maintenant, si on me repose la question, je dirais tout simplement non. Je veux rester avec mes souvenirs d'enfance, d'adolescente et de femme mariée à Tunis, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais, bon, ça montre bien que la Tunisie, elle a évolué depuis, quoi. Elle a évolué, bien sûr, changé, mais par rapport à ce que j'ai vécu, elle a évolué. Bien sûr, les gens sont super, ça vraiment, ça je peux rien dire de négatif là-dessus. Au contraire, c'était toujours très chaleureux, tout le monde se connaissait dans la petite rue et tout. Et même entre voisins et tout, on était... si quelqu'un demandait un service, on lui rendait ce service et après il nous le rendait avec un grand plat de couscous ou bien... Donc voilà, c'était toujours très très chaleureux, quoi. Des rues, des regards et des sourires bienveillants éveillent ma curiosité et je pars sur les traces du Kram de mon enfance. Le Grand Tunis en 2019, d'abord une première fois, puis en 2021. Après la pandémie. C'était très étonnant en fait, comme les sens mémoriels. Les odeurs par exemple sont revenues à ma mémoire et j'ai eu à la fois du plaisir et à la fois de l'étonnement de voir comment ce quartier, alors j'étais au quartier du Kram, qui est en fait un quartier contigu à la petite Sicile, et j'ai pu observer la vie des gens aujourd'hui, les moyens socio-économiques, la vie des femmes sur place, et également nos regards de femmes Je retrouve quelques repères de mon enfance. par rapport à un passé qui ne convient pas du tout, mais qui est important pour moi de revisiter. Je découvre alors un bord de mer avec des habitations façades délabrées. Et me voilà partie de retour plutôt dans le quartier du Kram, dans la rue où mes grands-parents habitaient, où j'ai passé des moments de mon enfance. Oui, c'est bien ça, la rue de Tunis. Mais où est donc cette maison? Je parcours la rue de long en large, sans pouvoir vraiment repérer des marques. Alors effectivement, l'obsolescence partielle de repères visuels, mais ma mémoire sensorielle s'éveille. Mais c'est pourtant bien là. Oui, c'est pourtant bien là que j'ai joué, que j'allais me réfugier sur les toits chauds, sentir l'odeur du linge et les citronniers.
Et puis je pose plus loin. Je m'aventure alors dans le centre historique de Tunis, la Médina. Des figures historiques comme Khaldoun marquent certaines places où s'entremêlent un passé colonial et les marques de l'indépendance. Et puis les souks. Spécialité mariage, naissance. Et le dragé est aussi très présent. Hein. De l'ambre, madame, ça? Est-ce que l'ambre, ça a une fonction particulière je sais pas, je vois qu'ils proposent souvent de l'ambre. Est-ce que c'est de l'ambre? Oui, Oui. c'est de l'ambre, c'est parce que ça sent bon avec l'huile. Et puis, ça reste toujours parfumé. Ça ne s'éteint pas. كيف حسين؟ ما فيها في الاخبار. Toujours aussi. نخسوا برتيجيه الرابعه نحالنا شامبيونال في بالك. Ça, c'est le fameux chapeau tunisien, la fameuse chichia. Ça, c'est particulier. Parce que c'est très chaud. C'est de la laine. Ça demande beaucoup de travail, donc c'est cher. Alors, on le porte occasionnellement. Mais avant, il y avait un grand marché mauritanien et un grand marché libyen. Mais en Libye, ça ne marche plus. Il n'y a plus d'échange pratiquement. Et en Mauritanie, le truc baisse. Ces petites ruelles étroites. Les odeurs des rues ne me sont pas inconnues, malgré la transformation urbaine du Grand Tunis aujourd'hui. Ils sont des traces mémorielles que je n'ai pas oubliées. Un petit peu par rapport à votre... finalement, qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que vous êtes de Tunis? Vous êtes dans le quartier ou vous y habitez depuis longtemps ou c'est tout nouveau? L'association Piccola Sicilia. Entrez. Alors voilà, je vous présente la maîtresse des lieux. Elle s'appelle Cécé, Claude. Les Français, ils ont leur bébé, Brigitte Bardot. Et nous avons notre Cécé, la fille du pays, qui a été à l'école avec votre papa. C'est ça. Là, ce qui n'est pas forcément, ce qui arrive spontanément, donc... Oui. Il y a même un oui du nom ici, un rayon droit humanitaire, oui, je vois, droit humanitaire. Croix-Rouge. Oui. C'est mes premières amours. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années au Comité international de la Croix-Rouge. J'habite à la Petite Sicile depuis 2013. D'accord. Donc avant, j'y habitais pendant très longtemps au Kram. Et en y habitant, je découvre que c'est un petit quartier, certes, mais chargé d'histoire. Le charme de ce quartier, c'est qu'il s'appelle toujours la Petite Sicile. En Tunisie, on dit Sicilia. C'est même pas la petite Sicilia. Alors, la Petite Sicile était jusqu'au lendemain de l'indépendance de la Tunisie, habitée par des Italiens. C'est de l'exploitation de l'homme par l'homme ici. Donc déjà, nous sommes des habitants intramuros.
Pour nous, la petite Sicile, nous habitons dans un quartier où il y a des remparts. Et quels remparts ont été construits par Charles Quint au début du XVIe siècle, quand il est passé par la Goulette pour occuper Tunis. C'était sans QG, sans quartier général administratif et militaire ici. Et puis il y a aussi plus tard la construction de l'église en 1848 par Ahmed Bey, bien avant la colonisation, bien avant le protectorat français en 1881. Lequel Bey, c'est lui qui a aboli l'esclavage en 1846 et il a construit l'église en hommage à sa maman sarde et pour ses sujets chrétiens. Le minaret autour du village, le village c'est la petite Sicile, donc ce qui est extraordinaire c'est que ces Siciliens, ces Italiens d'origine sicilienne ont vécu en intelligence avec les musulmans et les juifs de la Goulette. Donc c'est une ville où il y a cosmopolite, la Goulette, qui a pendant très longtemps vu la coexistence entre trois communautés en bonne intelligence. En bonne intelligence, exactement, voilà. oui. Maintenant, il reste presque plus d'Italiens, plus de Siciliens, et pas du tout dans le quartier. Il y a bien sûr toujours des Italiens de Tunisie qui vivent ailleurs, mais pas dans ce quartier. Et pour ces raisons-là, avec des amis, nous avons décidé de créer une association. On l'appelait tout bêtement Piccola Sicilia, la petite Sicile. Ces amis sont des Tunisiens d'origine italienne ou des Tunisiens comme moi qui habitent dans le quartier. Donc moi, c'est pas le droit du sol ou le droit du sang, mais c'est le droit du cœur. J'aime ce quartier, j'y habite. Donc, nos objectifs dans cette association, c'est travailler sur la mémoire. Nous avons Siciliens, catholiques, juifs tunisiens, musulmans, ceux qui sont passés par ce quartier, ceux qui ont vécu et peut-être ceux qui vivent aujourd'hui. Nous avons ça en commun, cet héritage en commun. Donc on peut travailler sur la mémoire, et la mémoire c'est pluriel. On peut travailler sur la documentation, sur les images, sur les personnes qui ont vécu ici. Nous avons un des membres de notre association, une dame, Madame Rita Strazera. Son père est né dans un immeuble qui n'existe plus, qui était juste devant l'église. Aujourd'hui, l'immeuble a été aboli. Pour vous donner une idée, donc, travaillant sur la mémoire, mais aussi nous avons l'ambition de vouloir créer des passerelles humaines, intelligentes, artistiques, avec nos amis de l'autre rive, donc les villes italiennes, Marsala, Trapani, Palermo, Messina, pourquoi pas, tous ceux qui ont un lien du cœur ou de l'histoire avec ce quartier. C'est pour ça que nous avons comme slogan pour notre association Piccola Sicilia, mémoire de la Goulette. En nous basant sur cet héritage culturel très riche, dans ce petit lieu qui est une bouquinerie, qui est le siège de l'association. L'espace est petit, mais on peut toujours organiser des rencontres, et surtout des dédicaces de livres qui ont un lien avec l'histoire du quartier, ou avec la langue italienne par exemple. Nous avons un projet d'inviter Madame M. Nalouzir, une poète et journaliste tunisienne, pour présenter son recueil Sabra. Elle a l'avantage, cette dame, d'écrire dans deux langues. Il n'y a pas que le français et l'arabe en Tunisie. Le français est important, c'est une langue véhiculaire, mais l'italien est utilisé par certaines personnes, enseigné bien sûr à l'université, et parlé par beaucoup de Tunisiens à cause de la proximité, mais surtout à cause de la RAI. La chaîne italienne, la première chaîne italienne, à une époque, on captait la RAI à l'œil, et donc toute une génération de petits Tunisiens, aujourd'hui grands, parlent et comprennent facilement l'italien. J'arrive enfin à faire des liens avec les récits de ma famille. Bonjour.
Il courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je l'attrape quand elle me dit, les messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, tu sais, trempez-la dans l'huile. Il y a quoi? Une souris verte qui fumait de l'herbe, trempée par sa tête, qui goûtait les verres. Sur la télévision, Un chat qui regarde. passe en Tunisie. Sur la télévision, regarde. Un beau chat qui passe. Comme elle y va, regarde. Ouais. Elle est soupilette. Cette Et puis queue. t'es tranquille, le calme. Douce. Tu vois, si tu non ci fai male a gatta, vieni. Oh, tunisienne aussi. Les dates. On a tout, on a tout. Et quand vous êtes retourné il n'y a pas très longtemps en Tunisie. Ah non, mais ça, on a été pour Ça, une cause D'accord. assez valable. Oui. On a été passer nos vacances au bord de la mer, près d'Amamlif. D'accord. Parce que j'ai revu deux copains, voilà, deux qui couraient avec moi, on s'est retrouvés là-bas, on s'est mis ensemble, et on a passé 15 jours ensemble, là, au bord de la mer. Super. Mais on s'était perdu de vue au moins 40 ans, parce qu'on se pouvait pas. Est-ce que vous êtes allé vous promener un peu dans... Oui, Ouais. un peu, mais... Vous trouviez vos repères ou bien? C'est plus ou moins, oui, bien quand sûr. Ça a tout changé. Oui, bien sûr. Tout changé. Puis on n'avait pas de voiture, il fallait prendre un taxi. Il fallait... les taxis. Et est-ce que par exemple les noms des rues ou comme ça, les noms des lieux, ça a changé aussi? Oui. L'avenue de Lyon, ils ont mis le tram qui s'appelle le métro. Il y a des photos, j'ai des photos. Il partait du TGM là-haut. Et il allait jusqu'au Bardo, Manouba, avec les rails. Oui, non, il y a des noms qui ont changé. L'avenue de Lyon, elle est devenue seulement rue de Lyon. Rue Charles de Gaulle, c'est resté. Rue d'Italie, c'est resté. C'est resté. Oui, c'était quand même... Avenue de France, c'est resté. Les choses principales. Mais de toutes petites rues, ils ont mis des noms de leurs ministres, c'est normal. Avenue Bourguiba, c'était l'avenue Jules Ferry. Ah oui. Et après, devenu avenue Bourguiba. C'était logique. C'est lui qui a fait le travail. Belvédère, et ainsi de suite. Et c'est parti comme ça. C'est quoi? Tu fais du thé? C'est du thé tunisien. Du thé vert. On a toujours la tradition tunisienne. On fait les deux. On fait l'italienne, la tunisienne et la suisse. La fondue. Les dates. Oh, tu ne fais pas la fondue. La raquette. Le macro tunisien. Un peu de tout. Mais très peu. Eh oui. Plusieurs fois. Salut à toi l'hystérique, salut à toutes celles qui piquent, salut à celles qui revendiquent, salut à toi l'enchaîné, salut à toi l'enragé, salut à toi celle qui saigne, salut à toi qui est au foyer, salut à toi qui est surchargé, au féministe du monde entier. Vero? Aspetta, parce que sinon avec ce truc...
Parce que je suis un gentleman driver. Je conduis les voitures de collection et j'ai 2 paires de gants. Et j'ai pris l'habitude. Avant ton père, il conduisait comme ça. C'est vrai. Me lo ricordo, Oui, ero oui. piccolo. Mais ça correspond à une époque, non? Ça donne un style.